La réalité dans le monde, c'est que l'Europe n'est pas à la hauteur de la crise économique, ta gueule, de la crise écologique et de la crise financière. Il s'énerve, il énerve aussi parfois, tant il est hors norme dans le paysage politique avec ses colères, sa gouaille et ses coups de gueule, y compris contre son camp. Alors, à quel jeu joue Cohn-Bendit? Que penser de ces différentes facettes et quel bilan tire-t-il à l'heure où il annonce sa retraite d'Europe Écologie? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, un ovni de la politique. Daniel Cohn-Bendit, bonjour. Bonjour. On est ici dans votre bureau à Bruxelles. Alors nous, on fait beaucoup d'interviews de personnalités politiques, mais généralement, les personnalités sont derrière leur bureau. Et nous, quand on a préparé l'émission, on nous a dit « Ah non, Daniel Cohn-Bendit, surtout pas à son bureau, il déteste ça ». Alors c'est quoi, vous êtes allergique au bureau? Ou c'est l'idée même du bureau qui vous déplaît profondément? Non, je trouve ça assez ridicule d'être derrière un bureau, ça fait faussement sérieux. Alors, où on est sérieux ou on ne l'est pas, mais je trouve beaucoup plus agréable d'être dans un fauteuil et de vous regarder, de vous parler. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous avez annoncé là, très très sérieusement que vous preniez votre retraite de la vie politique, en tout cas en 2014. Vous l'avez annoncé à 68 ans. Et c'est vrai que la plupart des gens, quand ils pensent à 68, vous concernant, ils pensent plutôt à cette photo, cette image d'ailleurs que vous avez dans votre bureau. Alors vous avez déjà expliqué que vous viviez très bien avec avec le mythe de 68, on ne va pas revenir là-dessus. Mais la question qu'on se pose avec cette retraite annoncée à 68 ans, cette photo dans votre bureau, c'est est-ce que vous n'avez pas été un peu prisonnier du mythe de 68 quand même, de ce jeune homme-là? Non, pas du tout. C'est la femme de Gilles Caron qui vient de me l'envoyer. Et c'est mes collaboratrices qui ont trouvé ça drôle de me surprendre aujourd'hui avec cette photo. Ah, d'accord. Donc, en fait, elle est là pour la première fois. Voilà. D'accord, vous ne l'avez pas depuis des années, tous les jours? Non, pas du tout. Depuis des années, j'ai la photo de Jean-Paul Sartre. Donc, vous voyez, j'ai plein de choses qui ont sens ou pas de sens du tout. Comme j'ai pas annoncé d'ailleurs que je me retirais de la vie publique. Hein. J'ai dit que vous arrêtez votre activité. Non, j'ai dit que je ne serais plus candidat. Non, j'ai dit que je ne serais plus candidat. On n'a pas tout compris, d'accord. Je ne serais plus candidat à rien. Donc en 2014, je ne serais pas candidat aux élections européennes. Et que je ne parlerai plus au nom d'un parti. Mais j'interviendrai dans le débat public, mais en tant que moi. Voilà, différemment. Alors justement, parce que ce que vous avez dit, ça a été beaucoup commenté, tout le monde n'a pas forcément très bien compris la preuve. Alors je vous propose de revoir quelques images, justement, cette déclaration et puis d'autres images qui résument un peu vos relations pas toujours faciles avec les Verts français et Europe Écologie. Et c'est commenté par le politologue Daniel Bois. Je vous montre. Autour de l'UMP, etc. On a vu beaucoup récemment des gens qui déchiraient leurs cartes. Moi, je ne etc. déchire pas les cartes, j'avais jamais de cartes. Sur la pointe des pieds, de manière assez discrète. Pas sur la pointe des pieds, puisque tout le monde le sait. C'est lui qui avait donné l'impulsion à Europe Écologie. Il n'est pas content de ce que c'est devenu Europe Écologie, parce qu'au fond, son projet à lui, d'origine, qui est une nouvelle forme du parti, c'est pas concrétisé. Alors, ceci dit, il n'a pas expliqué le mode d'emploi pour faire un nouveau parti. Hein. Donc il y a cette déception. En même temps, c'est à la fois rationnel et émotionnel. Ça exprime, je trouve, cet esprit 68ard, où on n'aimait pas les organisations. Il y a quelque chose de ça qui ressort, je trouve. C'est vrai qu'il faut se souvenir qu'en 2009, après la victoire aux Européennes, c'est là que Daniel Cohn-Bendit donne l'impression de vouloir s'investir à fond dans cette nouvelle formation. Je vous montre. Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly, José Bové, ce matin un trio vainqueur qui savoure son triomphe. Hier soir, le QG d'Europe Écologie était plein à craquer. Les responsables n'avaient pas prévu une telle affluence, mais surtout personne n'avait espéré un tel résultat. La joie se mêle à la surprise, alors qu'au fur et à mesure de la soirée, le score d'Europe Écologie augmente, pour finalement talonner celui du PS. Ce 7 juin, c'est le D-Day de l'écologie politique. Cette histoire d'amour, et je le maintiens, de ce rassemblement, elle peut continuer. Elle peut continuer si tout le monde prend ses responsabilités. Il est content, il est très content parce qu'il y a cette victoire, puis qu'il y a aussi l'idée qu'il a quand même réussi un truc qui était assez étonnant. C'est vrai, l'idée, elle n'était pas banale, quoi. Essayer de mettre ensemble
ce courant des Verts un peu ancien, 1984, les Verts un peu enquistés dans un espèce de gauchisme, je parle des adhérents, pas des électeurs, et puis de l'autre côté, quelque chose d'assez différent, hein. Cette espèce d'autre courant oublié en route par les Verts qui est le courant de l'environnementaliste. L'environnementalisme, pardon, Hulot et les autres, a priori, ils ne s'aiment pas tellement, quoi. Ils ne s'aiment même pas du tout. Donc le coup de force d'avoir réussi à faire prendre une mayonnaise avec ces deux composants, je comprends son bonheur, mais il va être de courte durée parce que la séquence est longue qui mène au présidentiel. Parce que les Verts, c'est pas toujours facile non plus. On voit que c'est un parti pas évident. On n'aime pas les têtes qui dépassent. Est-ce que lui, c'est pas la tête qui dépasse finalement, comme on le voit là chez les Verts? Oui, mais c'est pas la peine de la couper parce qu'il n'est jamais sur le trône. Il est toujours un petit peu en retrait, un peu à côté, donc il s'arrange toujours pour qu'on ne puisse pas véritablement le détrôner puisqu'il n'est pas dans les institutions. Et puis parce que dans le fond, les Verts l'aiment bien, ou en tout cas qu'ils ne peuvent pas le mettre dehors parce qu'il représente quelque chose de symbolique. C'est vrai que tous les autres, à un moment ou à un autre, se sont fait couper leur tête, même les plus brillants, même les plus intelligents. Ben lui, on ne peut pas parce qu'il n'est pas vraiment le roi. Il est toujours le fou quelquefois, donc on ne peut pas couper la tête au fou. Il est finalement revenu, détendu, après une après-midi d'école buissonnière à la plage. Mais Daniel Cohn-Bendit n'a pas changé d'avis. Il prend ses distances avec Europe Écologie. Dany Zorro qui tape sur la table, ça suffit, ça suffit. Pour les Verts historiques, il ne s'agit que d'un incident mineur. Une réaction temporaire qu'on pourrait appeler un petit peu le baby blues. Ce qui se passe à ce moment-là dans Europe Écologie Les Verts, c'est le moment le plus embêtant, le plus bureaucratique. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre les choses en place de façon sérieuse, c'est-à-dire imaginer des statuts. C'est un problème de bureaucrate là qui est en train de se poser. Et lui, il se veut justement pas un bureaucrate. Donc il va bouder dans un coin pendant que les bureaucrates font leur boulot. Et en même temps, il n'a pas complètement tort, ma mère. Il dit, c'est le baby blues. C'est vrai, il a lancé ce truc-là, ça lui échappe, mais ça lui échappe parce qu'il ne veut pas l'élever ce bébé. C'est pas son problème. Il voulait le faire naître, mais il ne voulait pas lui donner le biberon. D'accord, et donc en même temps, il n'est pas très content que ça marche sans lui, alors c'est ça? Vous pensez qu'il y a une dedans, ambivalence? Dehors, toujours, dedans, dehors. Voilà, je ne veux pas le faire marcher parce que c'est ennuyeux, mais si ça marche sans moi, je ne suis pas très content. Alors, c'est ce qu'on a beaucoup dit de vous, hein, en reprenant la revue de presse, du moins en France. Dedans, dehors, il veut pas, voilà. Et, là où il se trompe, c'est que ça ne marche pas. Il me dit, ça marche sans lui, il n'est pas content. Je ne suis pas content parce que ça ne marche pas. Si ça marchait sans moi, moi je trouve ça formidable. Vous savez, quand on a fait 16% en européenne et qu'on se retrouve à 2,2% en présidentielle et qu'on se retrouve quand même dans une situation où le crédit d'Europe Écologie dans la société est quand même au plus bas, on ne peut pas me dire qu'il n'est pas content parce que son enfant démontre son autonomie. Oui, ça c'était en 2010 quand Europe Écologie se crée, les statuts oui, mais sont faits. Le problème, c'est que quand on voit 2011-2012, j'ai eu raison. Ils ont cassé la nouveauté, ils ont cassé la dynamique, ils sont revenus à la case départ. D'ailleurs, écoutez, ceux qui parlent aujourd'hui, à part Cécile Deflot, qui a accompagné la campagne de 2009, que vous prenez comment il s'appelle, Jean-Vincent Placé et d'autres. Votre ami, je plaisante. Ils ont rien fait pour la campagne de 2009. Ils n'étaient pas là, ils étaient en vacances, ils étaient aux abonnés absents. Tout ça, ça avait dépassé. Et d'ailleurs, Jean-Vincent Placé a fait une très bonne déclaration en 2009. Il a dit, avec Dany Cohn-Bendit, on fait 8%, sinon on faisait 7%. C'est pas la peine de faire tout un tanamar pour 1%. Voilà. Manque de peau, on a fait 16. Vous avez fait 16, oui. Oui, donc. Et il y a deux choses dans ce que vous dites qui interpellent. C'est d'une part, quand vous citez Jean-Vincent Placé, c'est vrai qu'on a l'impression que vous entendez pas très bien, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi tous les épisodes avec donc Jean-Vincent Placé. On a l'impression, quand vous dites, quand vous le citez, que vous ressentez de l'ingratitude à votre égard, que vous les avez trouvés ingrats. C'est pas de l'ingratitude, c'est de l'ingratitude face à ce qu'on aurait pu être. Moi, ça m'est égal. D'accord, c'est pas perso, parce qu'on a l'impression souvent... Écoutez, hein, moi, je ne peux pas supporter une organisation où quand la secrétaire nationale montre son stylo à billes, moi, Cécile Duflot, regardez mon stylo à billes, je ne signerai jamais un accord avec le Parti socialiste s'il n'y a pas la sortie du nucléaire. Ils ont signé avec ce stylo à billes. C'est ma critique, c'est pas qu'ils aient signé, c'est de péremptoire. Donc c'est cette culture politique que quoi, vous ne supportez plus parce que vous l'avez supporté des années? Non, ouais, je l'ai supporté. D'abord, c'est pas vrai. Je suis venu la première fois, ma première campagne, c'était 99. Ouais, on va en voir un extrait d'ailleurs. 99, et puis après, alors c'était pas le tel succès parce qu'on a fait que presque 10%, hein, mais quand même c'était un énorme succès à l'époque. Et puis après, on a déclaré, bon maintenant Dany peut rentrer. Ça y est, il a fait. Et c'est pas, je veux dire, peut-être qu'ils ont raison.
Ils veulent être un tout petit parti qui n'a rien à dire. Ok. Alors, vous avez parlé de 99. On va revoir justement quelques images parce que c'est pour ceux qui ont un petit peu oublié. C'est vrai que Daniel Cohn-Bendit, après 68, vous repartez en Allemagne, vous y restez 30 ans et vous revenez en France. Alors, vous allez nous expliquer comment et pourquoi. En 1999, pour faire la campagne des Européennes, on revoit quelques images commentées par le sociologue spécialiste d'Europe Écologie des Verts, Erwan Lecoeur. Je vous montre. Cohn-Bendit voit décidément du vert partout, même si Dominique Voynet est habillé en bleu. Bref, ce soir, c'était le dernier grand meeting des Verts au Zénith, devant une salle surchauffée et un Daniel Cohn-Bendit un peu angoissé. Il en fera l'aveu. C'est mon premier meeting à Paris après mai 68. C'est ça. Daniel Cohn-Bendit avait été élu en 1994 par les Verts allemands au Parlement européen. C'est une vieille volonté pour lui. C'est un homme de l'Europe, c'est un franco-allemand, européen, européiste pourrait-on dire d'ailleurs, qui est devenu écologiste dans les années 80 et qui s'est fait élire par les Grünen allemands. Et il revient en 99 en France pour plusieurs raisons. D'abord parce que les Verts en France, qui participent au gouvernement, je le rappelle, on est au moment de la gauche plurielle ou majorité plurielle, Dominique Voynet est ministre, et il est difficile pour une ministre je dirais d'être la tête de file d'une liste aux élections européennes. Mais c'est amusant qu'ils aient eu l'idée d'aller le rechercher, quoi, en fait. Alors, ce ne sont jamais tous les Verts qui vont chercher Daniel Cohn-Bendit. C'est toujours des gens qui ont intérêt à aller prendre ce trublion magnifique, un peu vert, un peu rouge, et qui joue quelque chose dans notre imaginaire collectif avec mai 68. Et donc, Noël Mamère et d'autres proposent à Dany Cohn-Bendit: est-ce que tu veux revenir pour les européennes? Ce n'est pas forcément ce qui va faire le plus plaisir à Dominique Voynet et ses amis, qui vont du coup se retrouver un petit peu pris en otage par Cohn-Bendit, qui fait sa campagne comme il le veut. Mais il y a aussi autre chose, c'est que dans un parti, il n'y a pas la place pour X leaders. Et donc si Daniel Cohn-Bendit revient et qu'il devient un peu trop près du cœur des électeurs et des militants écologistes, eh bien, ses amis, notamment Noël Mamère, pourraient prendre le dessus sur les amis de Dominique Voynet. Vous voyez, chez les Verts, il y a toujours aussi des histoires un peu interno-internes derrière tout ça. C'est ça, en fait, vous pensez, ils ont eu peur que vous preniez, c'est vrai que vous prenez bien la lumière, vous êtes une personnalité voilà, sympathique, médiatique, etc. Vous pensez que vous leur avez fait peur, ou vous pensez finalement, comme le disait le politologue tout à l'heure, Daniel Bois, que finalement vous avez toujours été dans cette place un peu du fou et pas du roi, et qui n'ont jamais voulu vous couper la tête à cause de ça? Ces Verts qui aiment couper les têtes. D'abord, c'est pas tout à fait vrai qu'il y en a beaucoup qui auraient aimé et qui aiment toujours me couper la tête. Donc, mais c'est vrai que j'ai pas envie d'être roi. Je veux dire, j'ai pas envie de diriger une organisation. C'est pas ma tasse de thé, c'est pas mon tempérament. Ça ne m'amuse pas beaucoup et je trouve ça un peu complètement inutile. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est que dans cette, par exemple, campagne de 99, il y a eu de fortes tensions sur des sujets. Par exemple, moi, j'ai soutenu, disons, l'idée d'une intervention au Kosovo et surtout en Bosnie. Après ce qui s'était passé, c'était Srebrenica et tout ça, et les Verts étaient pacifistes qu'ils étaient mal à l'aise avec mes interventions. Mais ce qui les a surpris, et tout le monde m'a prédit que ça serait une catastrophe électorale parce qu'un certain électorat de gauche irait vers l'extrême gauche, parce que justement... vous souteniez cette... Et puis au contraire, plus je parlais, et plus ça avait du succès dans les meetings, parce que les gens comprenaient ce que j'expliquais. Je crois, bon voilà, c'est vrai que... Et puis c'est vrai, il y a une paranoïa. Il y avait une paranoïa, d'ailleurs qu'on a retrouvée 10 ans après, qui est Dany vient et s'il fait un bon score, il veut prendre le parti. Ils n'ont jamais compris, et d'ailleurs Bois non plus, n'ont jamais compris que prendre un parti, ça ne m'intéresse pas. Que ce n'est pas ma manière de faire de la politique, ce n'est pas mon intérêt. Mais c'est vrai qu'après, en 2009, j'avais l'idée qu'on aurait pu faire tous ensemble quelque chose d'autre. Et c'est ça qu'on a raté. Quand je dis on, c'est aussi moi. Vous dites j'ai peut-être ma part de responsabilité, puis vous dites aussi... J'ai pas dit peut-être, j'ai dit j'ai ma part de responsabilité. Vous avez votre part de responsabilité, vous allez peut-être nous dire laquelle, même si vous êtes déjà revenu dessus. Mais vous dites c'est inutile de diriger un parti, en même temps c'est extrêmement compliqué de dire on laisse faire les autres, on les choisit pas, on se met à l'écart.
enfin à l'écart. On les laisse faire et puis comment on peut faire? Est-ce que vous y avez... C'est pas tout à fait vrai. J'ai fait des propositions. J'ai fait des propositions de réorganiser, de rééquilibrer, d'avoir des personnes qui venaient, qui avaient du courant traditionnel des Verts et de personnes qui venaient d'autres courants et que ces personnes ensemble puissent justement diriger le nouveau parti. Ça a toujours été refusé. C'est pas vrai que j'ai donné des idées comment rééquilibrer. Donc j'ai fait des propositions. C'est pas vrai. Mais j'ai perdu. Et vous dites, j'ai ma part de responsabilité. En 2 mots, c'est laquelle est-ce? Parce que là, si vous avez pris cette décision là aujourd'hui... Non, cette décision de ne pas être candidat, c'est plutôt lié à une évolution personnelle, à des décisions personnelles. C'est un peu lié à la maladie que j'avais. C'est lié aussi au fait... Vos problèmes de hanche, c'est ça? Non, les problèmes de non, hanche, pas du tout. ça c'était... Avant, non, parce que d'accord. Parce que vous parlez beaucoup de vos problèmes de santé par rapport aux politiques classiques, d'ailleurs, qui n'en parlent jamais. C'est étonnant, non, d'ailleurs. Mon problème de hanche, c'était pendant la campagne de 2009. Non, pendant la campagne, où c'est vrai que c'était très dur. Non, j'ai eu un nodule cancéreux à la thyroïde qui a été... Bon, maintenant, c'est réglé, mais c'était il y a 1 an et demi. Et donc, c'est choquant. C'est choquant, vous vous dites, tiens, je suis vulnérable, comme tout le monde. Et donc me dire, parce que ça aussi c'est intéressant, je vais avoir 68 ans, donc j'arrête à 69 ans. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que tous les Verts vont manifester pour la retraite à 60, et quand quelqu'un dit, je vais me retirer d'être candidat à 69 ans, il dit, ah non, tu ne peux pas nous lâcher. Bah, qui manifeste pour que tout le monde travaille jusqu'à 69 ans. Je veux dire, il y a quelque chose d'absurde dans cette histoire. Et maintenant, je veux... Peut-être, j'ai une dizaine d'années devant moi. Pour faire autrement, où je peux peut-être réorganiser ma vie autrement. Ma femme part à la retraite, donc ensemble, est-ce qu'on peut avoir des projets ensemble, puisqu'elle est enseignante, et moi, donc on était... Je veux dire, c'est tout à fait normal. Donc il y a aussi un tas de raisons personnelles, et le fait que c'est vrai que je suis incapable aujourd'hui de parler au nom d'Europe Écologie. Alors, c'est formidable, hein, mais... Alors, combien de fois, non, on n'est pas d'accord, Dany est européiste, mais tous ils sont venus me dire, mais tu dois être candidat aux européennes, tu dois être la tête de liste des Verts européens. Ah oui, ça, ils le veulent. Là, pour 2014. Oui, non, mais il n'y en a pas un. Tous, même Jean-Vincent Placé. Oui, non, mais par la part, c'est si bon. Oui, tous, ils disent, ah, mais Dany, on n'a aucun problème pour lui, pour les Européens. L'Européenne, pourvu qu'il nous ramène des voix, hein, et puis tout ira bien. C'est une certaine forme de division du travail, on peut dire. Mais ça, j'accepte pas. J'accepte pas. Ou on dit la position que défend Dany sur l'Europe, c'est la nôtre, et donc il peut nous représenter, ou on est des cyniques, c'est du molettisme. Et pour terminer sur cet, entre guillemets, échec relatif d'Europe Écologie, voire échec total, peut-être, direz-vous, est-ce qu'il n'y a pas eu le fait que vous avez été très isolé? Parce qu'en Allemagne, vous avez longtemps travaillé avec Joschka Fischer, qui est devenu après... lui qui a travaillé. Vous avez travaillé ensemble. Ah, c'est lui qui a travaillé avec vous. Ah, c'est quoi la nuance? C'est quoi la nuance? Attends, mais vous me reprenez, c'est quoi la nuance? Non, rien, c'est qu'on a longtemps habité ensemble, c'est tout. C'est un jeu. C'est D'accord. un jeu auquel on joue tous les deux. Pour savoir lequel... Ah, d'accord. Ouais. Pour savoir lequel est le plus leader des deux. En France, vous avez... Mais c'est lui. Mais c'est lui, le plus leader des deux, Dans le parti. Dans le parti, oui, parce que lui a fait, effectivement, on y reviendra plus tard, toute une carrière politique, pas vous. Est-ce qu'en France, il ne vous a pas manqué... Enfin, j'ai fait une autre carrière. Une autre carrière, on va y revenir aussi. Vite, hein, vous allez vite. Une carrière dans l'appareil. Voilà. Ne déflorons pas la suite. Non, mais en France, on a l'impression que vous n'avez pas retrouvé comme ça des gens avec qui vous aviez envie de faire de la politique, et que quand vous êtes revenu en 99, c'est pas forcément très bien passé. Après, vous êtes reparti en 2004 en Allemagne. Vous étiez candidat en Allemagne aux européennes. Vous êtes revenu en 2009, donc on a l'impression que vous avez un peu hésité et que vous n'avez jamais trouvé en France les gens avec qui, ma foi, ça se passait bien, quoi. Non, j'ai trouvé des tas de gens en France avec qui ça se passe très bien, mais c'est vrai qu'on n'était jamais majoritaire dans ce qu'on appelle l'organisation. Mais vous savez, j'étais jamais minoritaire dans l'organisation en Allemagne non plus. Mais c'est vrai que une organisation politique, en général, ne supporte pas une voix discordante minoritaire. C'est désagréable. Et en plus, quand on sent que cette voix touche à l'extérieur et qu'elle remette en cause, disons,
un des piliers de l'idéologie du parti, par exemple le pacifisme. Donc c'est systémique en fait. Ce que vous décrivez, c'est qu'un parti ne peut pas supporter ça, vous étiez comme ça, en France, en Allemagne, vous ne serez pas été... pourrait. Ah. C'est un... Mais c'est vrai que là, je suis un petit naïf, un grand naïf et un utopiste. Je crois qu'on pourrait, mais que j'ai toujours l'impression, c'est ce que je dis dans mon essai là, pour en finir avec les partis politiques, les partis me semblent avoir besoin d'une armure pour se protéger contre la réalité. Parce que des fois, la réalité est tellement complexe et difficile que, disons, la structure mentale du parti, le disque dur du parti se trouve complètement déréglé. Donc, on se protège contre la réalité. Alors, une des fonctions aussi des partis politiques, du moins en France, c'est de présenter des candidats à la présidentielle. Et c'est vrai que généralement, tous les politiques charismatiques et populaires rêvent en France de se présenter à la présidentielle. Ça les rend malades. Ça les rend malades, voilà. Alors, ce n'est pas votre cas. On va le revoir. Vous l'aviez expliqué d'ailleurs avant la présidentielle de 2012. On va revoir un petit extrait commenté par le psychanalyste et philosophe Jean-Pierre Winter. On a du mal à comprendre pourquoi vous ne souhaitez pas vous lancer pour incarner et pourquoi pas être candidat à cette présidentielle. On a sincèrement du mal à comprendre. Mais parce que vous n'avez pas compris mon caractère. Moi, vraiment, fondamentalement, je suis bon dans des campagnes européennes. Moi, ce qui m'anime, c'est vraiment de travailler à cette construction européenne, de changer l'Europe, de transformer l'Europe. J'avoue humblement que personnellement, la politique nationale, qu'elle soit française ou allemande, ne m'intéresse pas tellement. Et le pire, imaginez que je puisse gagner. Je me suicide tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez que je foute à l'Élysée? Non, vraiment, c'est pas ma tasse de thé. Laissons à ceux qui en rêvent en se rasant ou en se regardant dans la glace tous les matins la possibilité de devenir président de la République. Moi, j'ai pas envie de cela. J'ai l'impression que son ambition se présente comme toute d'humilité, mais en fait, c'est parce qu'il vise plus haut et plus loin. Ah bon? Ce qu'il vise, c'est l'Europe. Et donc, j'entends comme une espèce de condescendance à l'égard de ceux qui, d'une certaine manière, n'ont pas d'autre ambition que la réalisation de leurs désirs un peu narcissiques, quand ils parlent de se regarder dans la glace ou de se regarder se raser. C'est un peu condescendant à l'égard de ceux qui n'auraient pas d'autre objectif que ce pouvoir, finalement, un peu désuet, un peu vain au regard de l'histoire en marche. Je dirais, voilà, ce qui fait cette spécificité, c'est que dans le champ du politique, au sens le plus noble possible, il est un symbole. Et donc, il doit composer avec ce symbole. Et donc, il ne peut pas se permettre justement de s'investir dans une dimension politique qui, d'une certaine manière, le désymboliserait. Par exemple, s'il se mettait à incarner la France ou l'Allemagne, il perdrait de ce statut qui lui est tellement particulier. Voilà, finalement l'Europe, c'était vraiment pour vous, quoi. Non, mais vous avez posé la question comme ça? Disons, la condescendance, il faut que je réfléchisse. C'est vrai que quand je suis une campagne électorale, par exemple la dernière, j'ai l'impression que les candidats qui savent, qui pourraient être présidents, donc les 2, 3 ou 4, eh bien, ils ont tendance à augmenter la grandeur de la France pour s'investir dans un grand projet. Alors que dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, avec la mondialisation, la France a la même place que le Luxembourg en Europe. Mmh. C'est désagréable. Si on vous dit vous allez être président du Luxembourg... Hein, il y a peut-être des gens qui sont très contents d'être président du Luxembourg. Oui, d'accord, il faut être luxembourgeois pour ça, hein, pas français. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose de ça, que je trouve ça un peu ridicule et grandiloquent. Bon, ça c'est une chose. Mais l'autre chose aussi, c'est vrai que, et on le voit chez les Verts, non seulement il y en a beaucoup qui veulent être président de la République, il y a en ce moment, là, 100 personnes, de droite, de gauche, du centre, d'en haut, qui
croient qu'à un moment, ils ont une chance d'être président de la République. Il y a déjà 100 malades. Puis vous avez 1000 personnes qui rêvent d'être le meilleur candidat au présidentiel de leur famille politique. Donc ça fait déjà pas mal de malades qui ne pensent qu'à ça. Et le projet politique disparaît derrière l'ambition. Et c'est vrai que mon ambition, alors c'est peut-être pas assez, c'est peut-être ridicule, et l'Europe va mal. Mon ambition est à l'image de mon ambition pour l'Europe. D'accord. D'accord, donc vous essayez d'inverser les choses. Alors, j'ai fait une erreur. J'ai peut-être fait une erreur dans ma phobie présidentielle. Vous êtes malade aussi avec c'est une autre maladie. C'est une autre maladie. C'est-à-dire que quand j'ai lancé que l'Europe Écologie, les Verts ne devaient peut-être pas avoir de candidat, et de négocier un contenu et avec le Parti Socialiste. Et que le Parti Socialiste a lancé des primaires. Ouvertes. J'aurais dû dire banco, on fait les primaires socialistes, radicales et écologistes, et j'aurais dû me présenter peut-être aux primaires. Et donc de faire un bon score. Je crois que j'étais capable, c'est plus facile de faire 20 à 25% dans les primaires de la gauche écologiste que faire un bon score au présidentiel, puisqu'il y a le vote utile. Oui. Et donc on aurait rétabli un autre rapport de force, notre réelle force à l'intérieur de l'espace de la gauche, et ça aurait été intéressant. D'accord. Et ça, vous dites c'est votre phobie qui vous a empêché de le faire. Oui, vous êtes interdit d'y penser ou vous y avez... je crois que... Bon, il y a des tas de gens qui l'ont dit, hein, mais j'avais pas la rationalité de comprendre ce que ça voulait dire, et ça pourrait enlever une épine du pied très profonde, une épine à Europe Écologie, si on avait adopté cette stratégie. D'accord, mais là, effectivement, avec cette primaire ouverte, l'Europe Écologie pouvait peser, et ça aurait pu être vous auriez pu être le Arnaud Montebourg, on va dire, de la fin. Oui, justement, ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux. Peut-être un peu plus clair. D'accord, peut-être un peu plus clair. Donc ça, c'est votre regret. Oui, c'est mon erreur, une analyse, mais peut-être que je me trompe. Là, vous dites finalement, et pour se guérir de cette phobie, il n'y a pas moyen, là encore aujourd'hui, de rattraper les choses, justement, plutôt que dire non, c'est pas... Non, parce que le cycle est fini. Le cycle est fini. Il y a, si vous voulez, l'envie d'arrêter, c'est évident. Il y aurait eu une possibilité où je n'arrête pas. Ah bon? La possibilité qui m'aurait mis vraiment devant des problèmes compliqués, des décisions compliquées. Si, aujourd'hui, aux élections européennes, il y avait l'élection pour les partis de députés et en même temps, avec un deuxième bulletin de vote, l'élection directe au suffrage universel du président de la Commission. Donc je suis Danny Cohn-Bendit ou Martin Schulz ou je ne sais pas qui, candidat à la présidence de la Commission, candidat dans tous les pays européens. Mais qu'on puisse voter pour moi. Oui, oui, d'accord, qu'il y a un vrai scrutin européen. Le même jour que le scrutin. Alors là, de dire l'année prochaine, je ne veux pas, ça aurait été... des gros changements en un an. Hein, oui, mais ça ne se fera pas. Mais ça aurait été difficile pour moi de résister. Alors... donc vous l'avez dit, hein, votre ambition, c'est de faire avancer et de changer l'Europe. C'est un sujet qui vous passionne et qui vous met parfois aussi en colère. Hein, parce que c'est vrai que vous êtes un homme parfois de colère spectaculaire. On va en revoir deux, une face à Nicolas Sarkozy, une face à Marine Le Pen. Commentez, c'est la suite du commentaire de Jean-Pierre Winter. Il faudrait choisir aussi le travail. Écoutez, commencez par choisir votre pays, puis après vous me direz de choisir ma circonscription. Ah, voilà. Bah ça, oui. vous êtes intéressante, Bah madame. oui, parce qu'à vous quoi vous savez vous présentez qui a en choisi. France, bah oui, à quoi vous vous présentez en Allemagne, oui, excusez-moi, et j'en mais... suis fier, madame. Eh ben c'est bien. J'en suis fier parce que j'ai choisi l'Europe. Et je vais vous dire une chose. Tous les collabos de tout ce monde. Si moi, j'ai pas choisi mon pays, c'est parce que mes parents, en 1933, ont été vidés d'Allemagne par Hitler. Alors, quand vous me dites cela, eh ben, choisissez vos amis au Parlement européen qui sont des amis des ex-Hitler des amis de la rabattez votre qui, caquet là-dessus. Parce que moi, je suis pour tout. Moi. Mais de me dire, choisissez votre pays, madame, ça, je ne laisserai à personne et surtout pas à vous. Choisissez ce que vous voulez, mais là-dessus, fermez votre gueule. Non, soyez poli je vous dis ça avec sérieusement. Soyez poli avec une femme. Non, je suis pas poli là-dessus, parce que femme ou homme, c'était des femmes qui ont essayé d'arrêter la femme de mon père pour la mettre en prison. Voilà, la colère et puis à un autre moment, l'émotion.
Vous allez manger avec des baguettes avec le président de Chine pour ouvrir les Jeux Olympiques. Bon appétit. Moi, je penserais à tous les prisonniers qui croupissent dans les prisons chinoises. Moi, je penserais à tous ceux qui sont arrêtés. Moi, je penserais à tous ceux qui sont maltraités au Tibet. Et moi, je vous dis, vous aviez une occasion en or de défendre les valeurs européennes, de la démocratie, de la liberté, en disant « Je ne participe pas à l'ouverture des Jeux à la mascarade du Parti communiste chinois ». Voilà ce que nous voulons. Monsieur le Président, c'est une honte, c'est minable d'aller à l'ouverture des Jeux Olympiques. Merci. Voilà, et là, on a l'impression qu'il est quasiment au bord des larmes. Mais pourquoi pas? Sur un sujet aussi qui le touche d'aussi près. Face à Marine Le Pen, quand il lui dit ta gueule, ton caquet, machin, Bon, il est hyper agressif finalement. Est-ce que son message passe bien? Enfin, on se demande si effectivement il n'est pas complètement débordé par son émotion. Ou alors on se dit, et c'est ce que certains disent parfois, ah bah il fait du cinéma, il en rajoute. Oui, bon, ça c'est de l'ordre du procès d'intention. La question, je crois qu'on peut se poser, c'est celle de l'efficacité de ce qu'il fait à ce moment-là. C'est-à-dire le fait de se présenter comme très fortement ému et avec Marine Le Pen à la limite de l'insulte face à quelqu'un qui se donne le beau rôle d'être tranquille, stable. Effectivement, est-ce qu'il va mettre les téléspectateurs de son côté ou les députés de son côté par les moyens qui sont les siens? Je crois que ce qui en fait un ovni, Daniel Cohn-Bendit, dans le jeu politique européen, c'est que probablement il ne fait pas ce genre de calcul. C'est-à-dire que ça passe ou ça casse, mais il ne s'inquiète pas trop de savoir si c'est ça le bon procédé, la bonne manière. Voilà, c'est vrai, vous ne faites pas ce genre de calcul, vous y allez sans vous dire est-ce que ce sera productif, contre-productif, pour défendre mes idées, pour faire avancer mon point de vue Non, mais ça fait, alors là, 45 ans que je ne fais pas ce genre de calcul et je ne vais pas commencer maintenant. Non, moi écoutez, d'abord, ceux qui m'aiment, ils m'aiment comme ça. Ah oui. Et ceux qui ne m'aiment pas, ils ne m'aimeraient pas, même si j'étais autrement. D'accord, bon, mais il peut y avoir des téléspectateurs ou des gens qui disent mais comment il parle ou comment... Il y a depuis 45 oui, ans. bien mais sûr. Il y a des tas de gens qui disent, Dany, au moins toi, quand tu parles, eh ben, on se reconnaît ta là-dedans. gueule, on comprend, tout le monde comprend. Voilà, d'accord, exact, ok. exact. Là, je crois qu'il a raison, là. C'est pas ma tasse de thé de savoir si ça plaît ou si ça plaît pas. C'est une réaction que j'ai à un moment. Je ne savais pas qu'elle allait me dire « choisis ton pays », donc je n'ai pas pu le préparer. Je réagis en fonction de ce qu'elle dit. Voilà, puis c'est tout. Oh là là. Mais vous vous faites confiance, en fait. Mais bon, je veux dire donc, ce que je disais, c'est ça ne sert à rien de calculer. D'accord. Pour quelqu'un comme moi, en fait, la question qui se pose, est-ce que quelqu'un comme ça, comme moi, est-ce qu'il peut avoir 50% dans un pays comme la France? Non. D'accord. Donc vous avez c'est raison. pas mon problème. Vous avez raison de ne pas avoir d'ambition C'est présidentielle, pas mon en problème. fait. Hein? C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui sûrement disent mais il n'est pas poli. C'est vrai, et ça, mais je le sais, c'est que maintenant je suis à part. Donc je peux même me permettre de faire ça, et la plupart des gens trouvent ça bien, intéressant, ils écoutent mon discours. Et vous êtes à part depuis quand? Au moment où vous êtes posé la question, qu'est-ce que je peux me permettre de faire, jusqu'où je peux aller, ou c'est maintenant que vous considérez que vous êtes complètement à part, déjà là? Bah oui, c'est là que je suis devenu à part. Je veux dire, enfin, cette histoire de 68, de ce jeune homme qui a fait irruption dans l'espace politique, on ne sait pas très bien, parce que cette histoire de choisissez votre pays, déjà en 68, on ne savait pas. Hein. Donc, de toute façon, mon histoire est ancrée dans cet état de fait que je suis différent, que mon parler vrai est différent et que voilà, je suis comme ça. Alors on aime ou on n'aime pas, on accepte ou on n'accepte pas. Tout ça est parfaitement cohérent et parfaitement... Parfaitement cohérent, je n'exagère pas, mais c'est cohérent. D'accord, c'est cohérent. Et la petite touche d'incohérence, elle serait où? Oh, la touche d'incohérence, c'est que c'est vrai qu'à certains moments, disons, ça aurait été un peu plus simple de garder mon émotion, de contrôler mon émotion pour être peut-être un peu plus clair. Bon,
ça arrive à certains moments, mais c'est voilà, c'est le prix à payer. Cohérence dans la forme, par exemple, face à Nicolas Sarkozy, c'est vrai que là, non. Alors quand alors? Non, bon, je sais pas. Il y a des je peux pas vous dire. Des fois, vous sentez trop. Parfois débordé par l'émotion comme ça? Oui, des fois, je me sens où l'émotion me joue un rôle, disons, me fait jouer un rôle, etc., qui, a posteriori, rend mon explication peut-être incompréhensible pour certains. Ah d'accord, donc c'est pas la réaction à l'émotion qui est trop... C'est pas ce que ça vous fait dire, c'est la manière dont vous le dites. Ça, c'est une petite touche de... Voilà. D'accord. Bon, pour terminer l'émission, parce qu'on s'est posé une dernière question, c'est que bon, nous on vous connaît du côté français, mais on s'est dit, qui est le Daniel Cohn-Bendit côté allemand, hein, comment est-il? Son parcours est-il symétrique du parcours en France? Alors je vous propose de revoir quelques extraits commentés par Jérôme Vaillant, professeur de civilisation allemande à Lille. Donc il réagit à quelques extraits au Parlement européen aussi. Et ça commence par quelque chose qui n'est pas allemand pour le coup, qui est bien français, mais vous allez voir. C'est ce que vous dit Nicolas Sarkozy suite à une autre altercation avec lui. Et donc le tout est commenté par ce professeur d'histoire. Cher président Cohn-Bendit, c'est toujours étrange avec vous. Vous êtes une personne courtoise, tolérante, sympathique. Lorsqu'on vous rencontre en privé, lorsqu'on vous invite à déjeuner, vous comprenez l'argument de l'autre, on se dit on a envie de le revoir, et dès qu'il y a une caméra de télévision sous votre nez, on a l'impression que vous devenez comme fou. Et je veux dire au public qui nous regarde, ne croyez pas un mot des images que vous venez de voir. Daniel Cohn-Bendit vaut bien mieux que cela. Il ne ressemble pas à la caricature qu'il vient de donner. Je crois qu'il y a bien deux Daniel Cohn-Bendit, mais peut-être pas seulement l'homme privé et l'homme public. Il y a, je crois, quand même le Daniel Cohn-Bendit quand il est en France et puis le Daniel Cohn-Bendit quand il est en Allemagne. Il m'a toujours un peu donné le sentiment qu'en Allemagne, il était beaucoup plus pondéré, plus modéré. Après tout, il fait partie au sein des Verts de l'aile dite des réalos, c'est-à-dire ceux qui font au fond de la réale politique et qui ont les pieds sur terre. Alors que dès qu'il est en France, Cohn-Bendit se rappelle ce que la France lui a fait comme tort, puisqu'après tout, il a été chassé après mai 68 de France comme étant persona non grata. Et je pense que ce Cohn-Bendit, quand il revient, j'avais envie de dire chez nous, il se sent à la fois chez lui, mais dans un pays pour lequel il nourrit un certain ressentiment. Vous disiez, bon, il y a le Cohn-Bendit en Allemagne, le Cohn-Bendit en France. En Allemagne, il a eu une carrière municipale à Francfort. Un petit rappel. À Francfort, on ne connaît que Dany Levert, qui joue au foot avec ses amis écologistes tous les samedis. Ou encore Monsieur le maire adjoint, chargé depuis 8 ans des questions de l'immigration. Ses adversaires disent que sa politique de l'intégration coûte cher, mais qu'elle marche. 30% d'étrangers à Francfort, pas de conflit ethnique. C'est amusant parce que c'est vrai qu'en France, on le voit beaucoup comme celui qui finalement joue le rôle du tribun, du trublion, mais qui hésite à rentrer dans les partis, qui hésite à s'engager vraiment, qui est toujours un pied dedans, un pied dehors. Là, on a l'impression qu'il a vraiment eu les pieds dedans en Allemagne. Il a vraiment pris en charge des choses concrètes. Oui, et on pourrait dire à la base. En ce sens, c'est peut-être une chose qui le différencie de Joschka Fischer, qui a été très longtemps son camarade de toutes les expériences anti-autoritaires, extra-parlementaires et puis vertes également. Mais là où Joschka Fischer, lui, est devenu ministre des Affaires étrangères, en jouant tout à fait, en s'investissant pleinement dans ce rôle, Cohn-Bendit est davantage resté, je dirais, l'homme à la base. Voilà, donc Joschka Fischer, on en parlait tout à l'heure, a fait donc cette carrière dans l'appareil, dans les partis, ministres, etc. Et vous avez eu cette expérience. C'est vrai que vu de France, on se dit c'est incroyable. Pendant 6 ans, je crois que ça a duré à Francfort. Vous êtes occupé du multiculti, de la politique d'intégration. Ça a été une fois. Oui, enfin, bref, j'ai fait d'autres jobs. J'étais, disons, directeur d'un journal alternatif, etc. Oui, parce que j'ai trouvé ça passionnant de faire de la politique au niveau municipal, surtout de l'intégration. Ça a été dit, 30% d'émigrés dans la ville de Francfort. Et j'ai lancé cette idée parce que l'Allemagne rechignait à reconnaître que
c'était un pays d'immigration. Et c'est après cette période que les débats se sont ouverts en Allemagne et qu'avec l'arrivée des Verts et des sociodémocrates au gouvernement à Berlin, eh bien, ils ont changé le code de la nationalité, donnant la possibilité à des émigrés, des jeunes émigrés nés en Allemagne de devenir allemands. Mais c'est vrai qu'en France, on ne vous imagine pas, enfin, comme ça, passer 6 ans à gérer au quotidien. Alors, je ne sais pas comment ça se passait au quotidien, si vous alliez au bureau tous les matins, comment vous étiez. Ça fait 8 ans que je gère en tant que président du groupe des Verts au Parlement européen, enfin coprésident. Oui, vous faites aussi ce travail à côté. Et je suis responsable du personnel. Je suis responsable du personnel. Oui, mais alors on dit toujours que vous n'aimez pas gérer. Non, mais j'aime pas gérer les partis. Mais là, je suis responsable du personnel, donc j'ai à m'occuper des promotions. Vous faites des entretiens annuels et tout ça avec les secrétaires généraux, puis surtout, et puis quelle stratégie de promotion, d'en bas vers le haut. Vous faites du management. Du management et tout ça. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est aussi, moi je crois que en fait, ça raconte beaucoup de choses aussi sur la France et l'Allemagne. Peut-être. En Allemagne, on aime bien. En Allemagne, aujourd'hui, rarement on me dit 68. En France, dès qu'une personne a un certain âge, on me parle d'abord de 68, après pour me parler de choses d'aujourd'hui. Donc, c'est un peu aussi le regard qu'on porte sur moi en France qui détermine un peu ce qu'on entend ou ce qu'on veut savoir de ce que je fais. Mais vous comportez pas différemment parce qu'il dit peut-être qu'il a un peu plus de colère en France, que par moment il se rappelle de ce que la France lui a fait et que du coup il est plus posé en Allemagne. C'est son problème à lui, pas le mien. Non, d'accord. Donc vous dites c'est plutôt la perception qu'on a. Oui. D'accord. Sachant qu'en France vous vous êtes jamais investi, vous dites ici vous vous occupez de. Parce que oui, mais là je me suis jamais investi en France parce qu'après avoir été vidé après 68. Pendant 10 ans, j'étais interdit de séjour, puis j'ai vécu en Allemagne, je suis tombé amoureux en Allemagne, et donc j'ai un fils en Allemagne, et donc j'ai vécu en Allemagne. Donc c'est vrai que, et je suis allemand, donc c'est plus normal que je travaille à la municipalité de Francfort qu'à la municipalité de Trifouilly-les-Oies. Mais ça aurait peut-être changé, peut-être que vous auriez eu un autre rapport avec Europe Écologie, peut-être que ça se serait passé différemment si en France, justement, vous aviez... Would be, oui. C'est vrai, ça aurait peut-être changé, mais le fait est que... Parce qu'on vous aurait vu comme un homme d'action, concret, les mains dans le cambouis, et pas comme ça, on l'a dit tout le temps. Vous savez, une campagne électorale, c'est bien plus les mains dans le cambouis et de faire quelque chose que vous ne croyez. Oui. Jusqu'en 2014, parce qu'après vous allez arrêter. Vous voulez faire de la télé. Alors vous en aviez déjà fait, on n'a pas revu les extraits, mais un petit peu en Allemagne, vous aviez eu des émissions de télé sur des chaînes Pendant 9 ans. Voilà, sur une chaîne. Un petit peu, c'est pas mal. Un petit peu, pardon. J'ai animé, oui, un petit peu, mais pendant 9 ans, animer une émission littéraire, c'est beaucoup. Voilà, puis des émissions de débat aussi, comme Bendit Trift, pardon oui, pour mon accent. Oui, des émissions de débat, j'ai même animé des débats sur Arte, etc. Vous avez expliqué, notamment à des journalistes français, que voilà, vous vouliez leur montrer comment on pouvait organiser des débats à la télé. Vous pensez que les débats à la télé, notamment en France, sont mal faits, qu'il y a vraiment quelque chose à apporter et à rénover? Oui, parce qu'on cherche à opposer les gens. On croit que ce qui va faire l'audience, c'est quand ils se tapent dessus. Mais là, ça peut être aussi des débats dans la complexité. Vous avez vu que dans les partis, la complexité, c'est pas facile. À la télé non plus, hein. Ça dépend. Je crois que, si vous voulez, toutes les émissions dans la complexité, non. Mais si vous faites une émission un peu différente, eh bien, je crois qu'il y aura beaucoup de... Il y a un potentiel d'auditeurs qui ont peut-être, ou de spectateurs qui en ont assez du superficiel. D'accord. Alors d'ailleurs, regardez ce que vous faites. Oui, alors j'allais vous dire, pour terminer l'émission, justement, pour faire un petit entraînement pour 2014, quelles questions vous auriez aimé poser à Daniel Cohn-Bendit? Et quelles réponses vous auriez faites aussi, voilà. Alors, ce que je lui aurais posé, c'est, Dany, tu as toujours dit qu'il fallait pouvoir être personnalité politique, homme politique, et s'occuper de sa famille. Est-ce que c'est vraiment vrai que t'occuper des relations de ton fils, d'avoir quel type de faire des choses avec ta femme, etc. Est-ce que c'est possible quand on est un homme politique? Et vous répondez? C'est difficile, mais je crois que c'est un défi qu'il faut tenir. D'accord. Bon, merci beaucoup pour ces réponses et cette question, Daniel Cohn-Bendit. Je vous remercie.
nommé Arte, ça fait longtemps, mais j'animais les débats, quand j'étais député d'ailleurs encore. Et puis tout d'un coup, ils ont dit oui, mais c'est un homme politique et on ne peut pas le laisser continuer à animer parce que ça brouille l'image. Et donc, comme je ne serai plus politique en 2014, je pourrais. Ah, c'est pour ça que ça s'est jamais fait, d'accord. C'est pour ça que ça s'est arrêté. D'accord, ok. J'ai fait quelques trucs de sport et tout ça parce que là, on dit bon, ça c'est possible.